Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espace Allégresse. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est la régulation du système nerveux et surtout parler de l'opposition qu'en font certains coachs avec la spiritualité. On entend parfois comme si on avait besoin finalement de choisir entre l'un et l'autre. Et puis on entend parfois la spiritualité, c'est une fuite, ça déconnecte encore plus du corps. Et en même temps, on entend que la régulation du système nerveux est la seule manière de vraiment être ancré. Alors finalement, on peut se poser la question un peu de qui croire. Est-ce qu'il faut vraiment opposer ces deux approches ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les unir ? Et dans cet épisode, je vais te partager à la fois des éclairages scientifiques et spirituels, mais aussi, surtout, mon propre vécu, mes passages d'anxiété, de dissociation et la manière dont, finalement, la foi, la spiritualité et le retour au corps ont ensemble transformé ma vie. Et surtout, tout de suite, je te donne un petit teaser, reste jusqu'à la fin puisque je partagerai mon vécu en fin d'épisode. Et autre petit teaser, je te dis tout de suite que non, la régulation du système nerveux n'est pas la seule manière de faire de l'ancrage ou d'aller bien dans sa vie, mais que la spiritualité est importante également et que les deux, en fait, s'imbriquent parfaitement l'une à l'autre. Elles ne s'opposent pas, elles forment même une alliance assez incroyable. Alors tout d'abord, déjà, qu'est-ce qu'on entend par régulation du système nerveux ? Et puis, est-ce que véritablement, c'est aussi important qu'on le dit ? Alors oui, déjà, notre système nerveux, c'est un chef d'orchestre un peu invisible de notre existence. Il dirige vraiment la manière dont on pense, dont on ressent et dont on réagit, sauf que bien évidemment, il n'agit pas seul, il n'est pas tout seul, isolé là dans sa petite boîte crânienne. Il interagit vraiment avec l'environnement, c'est-à-dire que la façon dont on mange, par exemple, peut être importante, la façon dont on nourrit notre être d'une manière générale est importante. Et il n'y a pas que les mécanismes cérébraux, en fait, dans leur aspect vraiment physiques et physiologiques qui sont importants, c'est vraiment quelque chose ici de global. Et finalement, la première chose qu'on peut dire, c'est que le psychiatre Bessel van der Kolk, lui, disait dans son livre The Body Keeps the Score, il explique que le corps, il garde en mémoire tout ce que nous avons traversé. En particulier, notamment les expériences de stress et de traumatisme. Et ça veut dire que même si notre esprit a oublié, ou si notre cerveau a classé l'information dans une zone qui nous est dans notre conscient, en fait, inaccessible, notre corps, lui, il continue à réagir comme si le danger était encore présent. Et finalement, c'est là qu'intervient la fameuse théorie polyvagale qui a été développée par Stephen Porges à partir de 1995. Il y a eu d'autres écrits en 2011 qui finalement nous dit que ce n'est pas tant le danger objectif qui importe, mais la perception de sécurité ou d'insécurité que capte notre corps. Et concrètement, ça veut dire qu'il peut suffire d'un ton de voix, d'un regard, même d'un souvenir pour que notre corps se mette en mode survie. Et pendant très longtemps, on a finalement, pendant très longtemps, en fait, on a pensé que notre système nerveux autonome n'avait que deux modes de fonctionnement. Donc, soit il était en mode, entre guillemets, d'accélération, et on appelait ça le système sympathique, soit il était en mode de relaxation, de frein, et on appelait ça le système parasympathique. Et finalement, donc c'est le fameux système fight or flight. Et on s'est rendu compte, grâce aux travaux de Stephen Porges, que finalement,
on sait que c'est beaucoup plus subtil que ça et qu'il existe en vérité 3 grandes branches de fonctionnement en fait de notre système nerveux autonome. Tout d'abord, il y a le parasympathique ventral. Alors ça, c'est l'état de sécurité. C'est dans ce système, c'est le système de la connexion et de l'engagement social. C'est dans ce système où on se sent vraiment en sécurité. Et finalement, quand cette branche elle est activée, notre respiration elle est fluide, notre cœur bat calmement et on peut finalement sourire, dialoguer, être créatif. Et on peut imaginer un exemple, c'est une soirée avec des amis de confiance, on rit, on partage un bon repas, on se sent détendu, on sent qu'on peut être pleinement nous-mêmes, sans porter de masque, sans devoir porter ou adopter des comportements qui sont pas habituels chez nous, etc. Et c'est dans cet état qu'on peut se dire finalement, je suis bien, je peux être moi-même, je peux me relier aux autres. Donc là, on est dans le système parasympathique ventral. Ensuite, on a le système d'activation, donc le système sympathique. Et là, on est vraiment dans le système du combat ou de la fuite. Quand un danger est perçu, le corps va libérer de l'adrénaline et du cortisol, le cœur va s'accélérer, les muscles vont se tendre, la digestion se met en pause parce que clairement, si je suis attaquée par un lion, c'est pas le moment en fait de digérer mon repas qui va avoir tendance peut-être un peu à m'endormir. Ça va être le moment en fait d'avoir mes pleines possessions musculaires, de capacité respiratoire, de fonctionnement de mon cœur pour que je puisse soit combattre avec lui, soit courir très très vite. Donc dans ce système-là, c'est un système qui est essentiel à notre survie et il va nous donner l'énergie pour réagir. Sauf que lui, il ne fait pas la différence entre un lion, un mail qui vient d'arriver dans notre boîte mail, un mot qu'on vient de nous dire, le ton d'une voix, etc., etc. Et finalement, on peut marcher dans la rue, un chien surgit en aboyant, notre corps se prépare finalement à courir ou à se défendre. Et là, c'est le système sympathique qui a pris les commandes. Et comme je le disais, finalement, quand ce système il se met en place, il va rester actif même quand le danger il est passé. C'est ce qu'on va appeler l'hypervigilance. Il va rester en fait à l'affût en disant « Ouh, mais le danger pourrait peut-être revenir ». Et c'est finalement ce système-là qui va mener à l'anxiété chronique, à l'insomnie et aux tensions musculaires. Et puis, on va avoir le parasympathique dorsal qui va être l'état de figement. C'est finalement la branche la plus ancienne qui est héritée de nos ancêtres reptiliens. Et finalement, quand le danger semble insurmontable et que ni la fuite ni le combat ne sont possibles, alors le corps choisit une autre stratégie, c'est celle de se figer. Concrètement, le cœur il ralentit, la respiration devient superficielle et on peut avoir la sensation de finalement plus être là, de vouloir devenir invisible. Et c'est finalement un état de dissociation ou d'engourdissement. Finalement, une personne qui est confrontée à un accident ou à une agression peut se sentir totalement coupée d'elle-même, incapable de bouger ou de réagir. Et là, c'est le parasympathique dorsal qui s'active pour préserver la survie. Et quand finalement on parle de régulation nerveuse, il s'agit finalement de retrouver le chemin d'accès au parasympathique ventral, là où le corps peut se détendre, s'ouvrir aux autres, à la créativité, à l'amour. Et dans cet état de parasympathique ventral, on a une respiration qui est calme, qui est apaisée. On peut, encore une fois, se sentir vraiment pleinement en sécurité dans l'instant, dans notre corps, dans l'ouverture aux autres. Et on peut parler également de fenêtre de tolérance. La première chose à comprendre, c'est qu'on ne va jamais être à 100% de notre vie dans le système parasympathique ventral. C'est complètement impossible. Ça fait partie de notre fonctionnement que de passer en système sympathique ou en système parasympathique vagal dorsal. Mais ce qui va être important de comprendre, c'est la notion de fenêtre de tolérance. C'est finalement la zone dans laquelle on peut ressentir, penser et interagir sans être submergé, c'est-à-dire sans aller dans un système d'hyperactivation de notre système nerveux ou dans un système
d'hypoactivation. Si je suis en hyperactivation, je vais aller vers mon système sympathique. Donc, vers possiblement trop de sécrétion de cortisol, d'adrénaline, le cœur qui s'emballe, les palpitations, etc. Si je vais dans un système de sous-activation, dans ce cas-là, je suis dans l'état de figement, où j'ai plus envie de rien faire, où je me sens un peu apathique. Donc, dans le vagal dorsal. Et au final, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à aller dans l'hyperactivation. Et puis, quand on a été trop longtemps dans l'hyperactivation, pour protéger notre corps, notre système nerveux bascule en hypoactivation, donc en vagal dorsal, pour nous protéger. Finalement, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que ces trois systèmes nerveux s'imbriquent les uns aux autres et qui sont les trois essentiels à notre survie. C'est pas la peine de stigmatiser quand on est en système sympathique ou quand on est en système de figement. Ça sert à rien de se culpabiliser, ça sert à rien de se dire « Oh là là, j'y arrive pas ». En fait, ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre que petit à petit, en mettant en place certaines actions, je peux réentraîner mon système nerveux pour qu'il bascule plus rapidement de la zone sympathique vers la zone parasympathique ventrale, de la zone vagal dorsale vers le parasympathique ventral. Et notamment, ce qui va être très intéressant dans cette théorie du système, de la théorie polyvagale, c'est que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le corps qui va garder en mémoire nos stress, nos traumas, et que finalement, c'est en passant par le corps qu'on va pouvoir libérer les tensions accumulées, les traumas, le stress, l'anxiété, etc. Et puis, pour faire cela, pour passer par le corps, tout un tas d'exercices somatiques. Donc, ce sont des petits exercices qui sont vraiment pas très longs, mais qui permettent de revenir, en fait, petit à petit au parasympathique ventral. Donc, selon qu'on soit dans le système sympathique ou dans le système parasympathique dorsal, il va y avoir d'autres exercices qui vont être proposés, qui sont adaptés, en fait, à chacun des deux systèmes. Si je suis en sympathique, en système sympathique, donc en suractivation, je vais avoir besoin de relâcher de l'énergie. J'ai une forte quantité d'adrénaline et de cortisol qui a été libérée dans mon corps, et mon corps, il a besoin, en fait, de faire des mouvements assez importants pour finalement décharger, en fait, cet excès de cortisol et d'adrénaline. Donc, c'est à ce moment-là qu'effectivement, un peu de sport, ça peut faire du bien, notamment les mouvements de shaking, de secouement, en fait, pour relâcher, en fait, les tensions et cette énergie qui est trop importante. Et puis, dans le système, quand on est en hypoactivation, là, en fait, je vais déjà avoir besoin de revenir dans le corps, mais doucement. C'est pas le moment de me secouer, en fait. Parce que je me sens déjà pas en sécurité dans mon propre corps. Et à ce moment-là, c'est vraiment de faire des petits mouvements, peut-être juste de se toucher les mains, là, de faire des mouvements de pression, de ressentir, en fait, les contours de son corps pour doucement ramener à nouveau de la sécurité à l'intérieur de son corps. Et puis, ces petits exercices, petit à petit, comme je le disais, ils nous ramènent dans une zone de sécurité où enfin notre corps peut se détendre. Donc ça, c'est comprendre la régulation du système nerveux. Sans cette régulation-là et sans cette présence au corps, effectivement, il est possible que la spiritualité puisse devenir un échappatoire. Parce que ça va être, à un moment donné, plus sécure pour nous d'aller dans la spiritualité que de se connecter à son propre corps. Parce que comme je le disais, le corps, il a gardé en mémoire les traumas. Et donc, on peut avoir, à un moment donné, ce mécanisme qui se met en place de tout simplement aller déjà dans la spiritualité. Et au départ, effectivement, ça peut être un mécanisme de fuite. Mais c'est pas un mécanisme à stigmatiser. Parce que ramener du sens à ce qui nous arrive, ça peut être un premier pas vers la guérison. Et moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé pour moi. Et je vous invite à continuer d'écouter jusqu'au bout pour que je vous raconte mon histoire. Mais vraiment,
sans la spiritualité, sans tout le travail de guérison que j'ai fait au niveau spirituel, j'aurais été incapable de revenir dans mon corps. Donc, deuxième partie, spiritualité comme fuite, mais aussi comme chemin de guérison. Et oui, la spiritualité, dans un premier temps, par moment, elle peut renforcer la dissociation, notamment quand on cherche à s'élever pour quitter la douleur du corps, alors qu'un des principaux principes en spiritualité, c'est de revenir dans le corps parce que on ne doit pas s'élever vers la lumière, mais incarner notre lumière sur Terre. Donc, on parle bien d'un processus d'incarnation et pas d'élévation. Et là aussi, deuxième chose, ça peut être une fuite qui va renforcer la dissociation quand finalement on s'enferme dans des croyances qui nous coupent du vécu réel. Ça aussi, ça peut être source de dissociation et puis de favoriser en fait ce mouvement de fuite. Et puis, deuxième chose, elle peut être véritablement une médecine profonde parce que méditer, prier, chanter, se relier à plus grande soi crée aussi un espace de sécurité intérieure parce que c'est un espace dans déjà lequel on se sent en sécurité et dans lequel on peut se déposer. Donc déjà, ça ramène un sentiment de sécurité. Ensuite, il faut le ramener dans le corps. Ça, on est d'accord. Mais les rituels, les symboles parlent directement à notre inconscient, là où la régulation, seule, n'accède pas toujours. Et puis, pour aller plus loin dans cet esprit-là, finalement, la spiritualité, elle permet aussi d'aller guérir sur d'autres plans. Il y a le plan du corps qui est très important, on est d'accord. Mais il y a aussi le plan du mental, de chercher à comprendre pourquoi ça arrive ou peut-être quel est l'enseignement que j'ai à tirer de cela. Et puis, ça amène du sens. Ça amène du sens à notre vie. Donc, il y a ce besoin, je pense, important pour l'être humain aussi, de comprendre, d'apprendre et de faire sens. Et autre chose, comme je le disais, quand on vit un trauma, il y a bien sûr le système du corps qui est très important parce qu'il va stocker en fait l'information de ce trauma. Mais il y a aussi les raisons, entre guillemets, spirituelles, même si personne ne mérite de vivre des traumas. Mais il y a quelquefois, par exemple, des liens transgénérationnels. Il y a dans nos systémiques familiales des choses qui se répètent d'une génération à l'autre. Et personne n'a mérité de vivre, en fait, ces choses qui se répètent. Et à un moment donné, on peut venir libérer le système familial de ces mécanismes qui se répètent et qui sont traumatisants. Et ça, c'est ce qu'on appelle les constellations familiales. Et c'est aussi important d'agir et d'œuvrer, en fait, à ce niveau-là. Donc, au niveau de la systématique familiale, au niveau aussi, peut-être, des liens karmiques ou de ce que l'on vit, vie après vie. Donc, se libérer, là, du karma. Et puis, comme je le disais, d'amener du sens. Et donc la spiritualité, avec ces niveaux, en fait, de libération, ne sont pas en compétition ou en contradiction, en opposition avec la régulation du système nerveux, mais viennent se compléter, selon moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment envie de vous parler de mon expérience personnelle. Donc moi, enfant, j'ai vécu un trauma, comme beaucoup d'enfants. J'ai pas particulièrement eu une enfance malheureuse, mais voilà, mes parents, à un moment donné, se sont séparés et j'ai vécu, en fait, cette séparation de manière traumatique. Et à partir de ce moment-là, quelque chose a changé dans mon comportement. J'étais plutôt une petite fille joviale, qui allait assez vers les autres, qui était assez ouverte, qui jouait beaucoup dans la rue, à quelqu'un d'introverti, en retrait, et qui observait beaucoup ce qui se passait, mais qui n'interagissait plus. En vérité, je me suis mis en fait en état de dissociation pour me protéger en fait de ce qui avait été vécu, peur d'être abandonnée ou rejetée à nouveau. Donc, durant toute mon adolescence, en fait, je suis plutôt quelqu'un en retrait
qui a pas trop de personnalité et qui copie beaucoup, qui observe beaucoup les autres et puis qui se dit pour être accepté et aimé, je vais faire comme eux parce que je sais pas en fait si je suis moi-même, si on va pas encore une fois m'abandonner et me rejeter. Et en fait, j'ai pas été abandonnée ou rejetée par mes parents, mais c'est de cette manière-là que je l'ai vécu et que je l'ai ressenti dans mon corps. Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai eu à peu près la vingtaine, j'avais développé un trouble anxieux généralisé. Parce que toutes les situations où j'étais en relation avec des personnes étaient pour moi source de stress. Donc, dans mon travail, dans ma vie sociale, partout, en fait, aller au supermarché, faire mes courses, des questions incessantes de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, et constamment, en fait, passer d'un système nerveux suractivé à des états de figement où je suis dans l'incapacité de sortir de chez moi, de parler à des gens, etc., etc. Donc, ça a été tout un chemin qui a duré une vingtaine d'années pour comprendre exactement comment tout cela fonctionnait en moi et pour doucement, pas après pas, en sortir, en guérir et être de plus en plus régulée dans ma vie. Et finalement, comment j'ai procédé ? Et après une dizaine d'années d'errance médicale, de pas savoir comment m'aider, j'avais pas envie d'être abrutie par des médicaments, par des psychothérapies qui en tout cas pour moi, ne m'ont jamais trop aidée. J'avais testé plein de choses, j'avais testé de la sophrologie, mais en fait, même mon corps, même revenir dans mon corps à l'époque était devenu complètement insécure. C'est-à-dire qu'à peine on commençait à me faire respirer que je faisais une crise d'angoisse. À peine on commençait à me faire me toucher que je faisais une crise d'angoisse. Donc c'était devenu vraiment extrême. Donc même faire des petits exercices de somatisation, d'exercices somatiques était devenu pour moi complètement insécure. Donc j'étais incapable en fait d'aller vers tout ce qui était régulation du système nerveux. Et à ce moment-là, on m'a fait rencontrer une personne qui, en fait, m'a vraiment permis de commencer mon chemin de guérison. Et, en fait, ça a commencé par le Reiki. Et donc, thérapie énergétique. Voilà, accompagnement énergétique. Et à ce moment-là, j'étais complètement incapable de regarder la façon dont je fonctionnais, d'avoir un minimum de recul, J'étais complètement dans mon ego, et c'est pas du tout négatif quand je le dis, j'étais complètement dans un mode de survie et j'étais incapable de faire un pas de côté pour voir ce qui se jouait vraiment en moi. Et en fait, le fait de faire ces séances régulièrement de Reiki m'a permis en fait de me relaxer durant ces séances, de lâcher prise durant ces séances de manière complètement inconsciente et de ressentir petit à petit que je dormais mieux. Que petit à petit, mes crises d'angoisse qui étaient quotidiennes, elles s'espaçaient. Et donc, je me dis, tiens, c'est intéressant quand même, ce truc-là. Et donc, j'ai commencé à m'initier. Donc, j'ai pratiqué sur moi et tous les jours. Et puis, je suis allée plus loin. Puis, petit à petit, j'ai pu me poser des questions. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi chez moi, c'est comme ça et chez d'autres, ça se développe autrement ? Et puis, petit à petit, en cheminant sur mon chemin, déjà, l'énergétique m'a permis, en fait, de quand même réguler un petit peu mon système nerveux, de me calmer, d'espacer mes crises d'angoisse, de me laisser des fenêtres en fait où ça allait, de me permettre de respirer un peu dans tout ça. Et puis petit à petit, je me suis formée à plein d'autres techniques. J'ai découvert les constellations familiales et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu par la suite était lié à ce traumatisme que j'avais vécu enfant et puis aussi à tout ce qui était engrammé dans ces fils invisibles de mon système familial. Et donc, après des dizaines, des quinzaines de constellations, j'ai commencé à aller mieux. Parce que les constellations, c'est pas magique. Et puis, ça prend du temps à s'intégrer. Donc, j'ai constellé, pas seulement sur ce trauma-là qui était à l'origine de mon trouble anxieux généralisé, mais sur plein d'autres sujets. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait 10-15 constelles. Voilà, j'ai pas eu besoin de consteller 15 fois mon trauma pour que ça aille mieux, en particulier sur ce chemin-là. Mais comme vous le savez, il y a toujours plein de causes, plein de choses qui s'imbriquent les unes aux autres. Et puis, à un moment donné, j'étais tombée aussi, un petit peu, disons-le, dans l'addiction à la constellation. C'est-à-dire que dès que j'avais une problématique qui se présentait dans ma vie, j'allais tout de suite faire une constellation.
parce que j'avais senti que ça m'avait aidé sur les autres sujets et donc je voulais toujours consteller. Puis à un moment donné, la personne qui m'a conseillé m'a dit, tu sais, il n'y a pas que les constelles et il y a des choses à intégrer dans ta vie quotidienne. Et là, sur le coup, je me suis dit, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Donc j'ai arrêté à un moment donné de faire des constelles et puis j'ai laissé le temps. Pendant 2 ans, j'ai pas fait de spiritualité, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets que j'avais constellés qui, je sentais que, en fait, le blocage n'était plus là, mais néanmoins, mon corps continuait un peu à réagir. Il réagissait moins fortement, mais la réaction était toujours là. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la théorie polyvagale et à la régulation du système nerveux. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais en capacité beaucoup plus fortement à rentrer en contact avec mon corps. C'est-à-dire que je commençais à me sentir en sécurité dans mon corps quand je faisais les exercices. Alors qu'avant, même quand je faisais de la sylvothérapie, je faisais ces exercices-là, je sentais que ça me relaxait, mais une partie de moi n'était pas présente. Une partie de moi était toujours en dissociation parce qu'elle n'était pas tout à fait sûre de se sentir en sécurité dans ce moment-là, dans ce moment de relaxation. Donc à quel point, en fait, j'étais dérégulée. C'est-à-dire que même quand je passais, en fait, en système parasympathique ventral, j'y allais jamais entièrement. J'avais toujours une partie qui restait un petit peu en hypervigilance. J'étais jamais à 100% en parasympathique ventral. J'y allais un petit peu, puis j'en ressortais parce que je me sentais pas en sécurité dedans. Et suite à tout ce travail spirituel, à tout ce cheminement spirituel, quand j'ai commencé à véritablement mettre en place les exercices de régulation du système nerveux, ces petits exercices somatiques, là, je me suis rendu compte que quelque chose avait changé. Là, je me suis rendu compte que j'étais enfin en sécurité dans mon corps, que je le ressentais comme sécure et que quand j'y allais, quand j'étais en état de dissociation et que grâce à ces exercices, je revenais dans mon corps, je m'y sentais pleinement en sécurité. Et donc, c'est pour ça que je dis que finalement, réapprendre à habiter son corps, c'est important. Mais on a aussi besoin de laisser son âme respirer dans plus grand que soi. Et finalement, ces deux facettes, la spiritualité et la régulation du système nerveux, moi, aujourd'hui, je les vois vraiment comme des alliés, mais qui sont indissociables. La régulation seule m'aurait semblé finalement peut-être trop aride et c'était vraiment un chemin difficile pour moi d'aller là-dedans, trop mécanique. Et la spiritualité seule m'aurait emmené peut-être trop loin, trop dans la fuite de ce qui se passait dans mon quotidien. Mais finalement, ensemble, elles m'ont réappris à me réincarner vraiment, à vivre ma vie vraiment, à ne plus être en survie ou en attente que le moment passe, à vivre vraiment chaque moment, même s'il est douloureux à vivre, et à en ressentir quelquefois même de la joie. Et c'est pas la joie de vivre un moment difficile, c'est la joie même quand c'est difficile. Donc, moi, je vois vraiment ces deux techniques comme deux alliés, ces deux faces d'un même chemin. La régulation, elle permet d'entrer dans le corps, d'ouvrir l'espace de sécurité, et la spiritualité, elle va apporter du sens. Elle va permettre aussi de libérer des traumas, des peurs, des croyances sur d'autres plans que le plan du corps. Et elle nous amène vers la transcendance. Et la transcendance, c'est pas de s'élever, c'est d'incarner ce que nous sommes vraiment ici sur Terre. Incarner notre lumière sur Terre. Donc c'est bien un processus d'entrer dans le corps et pas un processus d'en sortir. Et ensemble, elles transforment finalement la fuite en une incarnation vivante. Et ce message finalement clé que j'ai envie de vous donner, c'est pas un choix entre l'un et l'autre qu'on doit faire. On ne doit pas les opposer. Et j'en ai vraiment assez qu'on les oppose. Mais c'est une alliance. C'est une alliance. Et finalement, ce que j'ai envie que tu retiennes ici,
c'est que oui, la spiritualité peut être une fuite, oui, la régulation peut sembler quelquefois froide ou insuffisante, mais ensemble, elles deviennent un chemin de guérison complet. Et finalement, si toi aussi, tu as parfois peur d'être trop désancré dans le ciel ou trop enfermé dans le corps, rappelle-toi que tu es faite pour unir les deux. Et c'est tout à fait ce que je transmets dans le programme J'existe qui va démarrer le 18 octobre. C'est un programme sur 3 cercles en visio, en live, où on va aller explorer en fait la fuite par la dissociation. Donc par ce mouvement en fait de fuir l'instant, d'aller dans un espace de figement où je ne veux plus rien ressentir, je ne suis pas là, et de comment en fait on peut transformer cela en une incarnation vivante et en un espace dans lequel je me sens en sécurité, dans lequel je me sens suffisamment stable et forte pour traverser les instants et vivre vraiment ma vie et ne plus être en mode survie constamment. Et dans ces 3 cercles, on va aller explorer l'athérolie polyvagale en accent véritablement sur en fait le parasympathique dorsal, donc cet espace de figement. Et on va faire des exercices pratiques en fait pour apprendre en fait à petit revenir dans son corps et retrouver la sécurité dans son corps. Le 2e cercle sera sur toutes les croyances que l'on a qui finalement entretiennent ce mécanisme de dissociation. Et on ira aussi là libérer des choses par du tapping et de l'activation énergétique, donc par la méthode Succès Infini. Et le 3e cercle, ce sera vraiment un cercle spirituel où on va aller recevoir une méditation en fait autour de la rose blanche de la couronne, qui est en fait une méditation qui permet de revivre son chemin d'incarnation, donc le moment où, en fait, où on a décidé de s'incarner sur Terre dans cette famille, dans ce schéma-là, et de voir en fait les freins qui ont été présents dès notre incarnation, avant même toute notion de trauma, d'aller les libérer et de revivre ce processus d'incarnation d'une manière en fait où on dit pleinement oui à notre incarnation. Et là, on aura vu en fait complètement cette alliance en fait du corps, du mental et de l'esprit, et de voir comment les 3 s'imbriquent pour cheminer vers une incarnation vivante, vibrante de notre lumière ici sur Terre. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux aller plus loin, je te mets le petit lien sur ce programme J'existe. Et puis, je te dis à très vite dans Espace d'Allégresse. À bientôt.